Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette session virtuelle du congrès TUB 2020 qui va aborder une thématique importante pour les urgentistes, pour les réanimateurs, pour les cardiologues et pour les internistes, qui est la myocardite aiguë. Alors on a la chance d'avoir avec nous trois docteurs qui connaissent très bien le sujet. D'abord, on a Yves Allenbach, qui est interniste à la Pitié-Salpêtrière, qui va aborder la question du bilan étiologique et du traitement de ces myocardites aiguës. Ce sera suivi ensuite par une présentation de Joëlie Salem, cardiologue, pharmacologue à la Pitié-Salpêtrière également, et qui va aborder la question un peu à la mode en ce moment des myocardites sous traitement anticancéreux. Et le meilleur pour la fin, Nicolas Bréchot de la médecine intensive et réanimation du service du professeur Combe à la Pitié-Salpêtrière. Donc vous savez qu'ils ont une expertise assez unique sur l'assistance cardiaque qui nous parlera des myocardites fulminantes. Bonjour, je travaille en médecine interne à la Pitié-Salpêtrière dans un service d'immunologie clinique et j'ai un domaine d'intérêt pour les maladies musculaires et l'inflammation. Je vais commencer par vous parler de la station Corvisart. C'est pas parce que cette station se trouve à côté de l'hôpital dans lequel je travaille, mais parce que Jean-Nicolas Corvisart était un médecin du 19e siècle qui est le premier à décrire les myocardites dans un traité qui est resté célèbre. Et s'il a découvert cette pathologie, il n'a pas trouvé en fait les ulcères gastriques qu'avait Napoléon Ier, parce qu'il était le médecin de Napoléon Ier qui décédera des complications de cet ulcère en raison d'un cancer de l'estomac. Les myocardites, il y a trois modes de révélation principales, c'est surtout aigu, et la révélation la plus terrible est la révélation autopsique, en raison de complications rythmiques qui, lorsque la mort subite est avortée, amènent les patients en soins intensifs. L'autre complication, c'est des révélations, c'est une insuffisance cardiaque aiguë en moins de 3 mois ou quelques semaines ou quelques jours avec un tableau de choc quand on parle de myocardite fulminante. Le quatrième mode aigu est celui d'un infarctus avec des coronaires saines et dans ce cas-là, 70% des cas, il s'agit d'une myocardite. Cette maladie évolue le plus souvent de manière favorable, mais parfois elle se complique dans 9 à 10% des cas d'une cardiopathie dilatée, soit parce qu'il y a des séquelles fibreuses, soit parce que la maladie reste active de façon chronique, explique cette pathologie. À l'opposé du spectre, le troisième mode de révélation, en fait, c'est asymptomatique. On a découvert ces pathologies asymptomatiques à l'occasion de campagnes vaccinales contre la variole aux États-Unis, où on la découvre régulièrement, par exemple en médecine interne, dans le moment où on dépiste cette complication dans le spectre de nos maladies auto-immunes. Les modalités du diagnostic, vous les connaissez bien, la clinique, la biologie, l'échographie, l'électrocardiogramme, aucun de ces éléments n'est spécifique et aucun de ces éléments ne vous permettra de faire un diagnostic étiologique. La morphologie, en revanche, va gagner en spécificité pour porter le diagnostic de myocardite ou en IRM et le gold standard pour le diagnostic et la biopsie, mais aucun de ces éléments, encore une fois, n'a un caractère d'orientation étiologique. Seule la biopsie musculaire peut avoir, la biopsie musculaire cardiaque peut avoir un élément d'orientation étiologique pour le diagnostic de myocardite. Je vous rappelle ici les recommandations internationales pour la réalisation de cette biopsie musculaire et son indication musculaire cardiaque. Et les étiologies de cette pathologie, en fait, sont simples. Il y a deux grands cas nosologiques, qui est le cadre infectieux, avec en premier lieu les virus, qui représentent la première cause, et puis plus rarement des causes parasitaires en Amérique du Sud pour la trypanosomiase. Les causes bactériennes ou fongiques sont beaucoup plus rares ou exceptionnelles, et surtout chez l'immunodéprimé. L'autre cas, c'est le cas de non-infectieux, avec des pathologies inflammatoires du système immunitaire inné, des pathologies dites auto-inflammatoires comme la maladie de Steele, ou des pathologies musculaires cardiaques provoquées par le système immunitaire inné, lymphocyte T, principalement dans le spectre de maladies auto-immunes systémiques, ou des granulomatoses qui ont aussi un tropisme cardiaque comme la sarcoïdose ou certaines vascularites comme le Churg-Strauss. La maladie granulomatose peut être isolée au cœur, c'est le cas des myocardites à cellules géantes. Et puis le dernier agent immunitaire responsable d'une attaque du myocarde, c'est les myocardites eosinophiles. Eosinophilie qui peut être d'origine multiple ou parfois médicamenteuse, et c'est le dernier cadre d'agression musculaire cardiaque non infectieuse avec une hypersensibilité liée aux médicaments. Et puis vous pouvez avoir une atteinte auto-immune palsimulaire à la faveur des immune checkpoints, et là il ne s'agit pas de mécanisme allergique et Joëlie vous en reparlera.
La première cause, c'est la cause virale. Les myocardites, quand on fait des biopsies, en fait, 40% des cas, dans la plupart des séries, mettent en évidence dans la biopsie du génome viral, avec des virus qui sont donc par définition cardiotropes. Et ces observations ont été aussi reproduites dans des CMD à coronaire saine, où on trouve jusqu'à 70% de génome viral chez ces patients, avec une prédominance aujourd'hui principalement du virus parvovirus B19 et de l'HHV6. Pour porter le diagnostic d'une myocardite virale, qui dit infection, dit fièvre, très régulièrement on retrouve une fièvre pendant l'hospitalisation qui précède la fièvre. Celle-ci peut manquer, précède les signes de myocardite. Celle-ci peut manquer, cette fièvre, et le diagnostic viral peut être porté par les sérologies. L'hépatite C et le VIH sont des diagnostics rares, mais des causes quand même possibles de myocardite virale. Mais les sérologies pour les autres virus cardiotropes sont peu intéressantes car la sensibilité est faible, même si la spécificité est bonne. La performance diagnostique est altérée par les difficultés de séroconversion et le bon timing pour réalisation de la sérologie. La PCR et la recherche de génome ou d'ARN viral dans le sang des patients a une sensibilité qui est moyenne et comparée à la biopsie endomyocardique, très régulièrement, la biopsie est positive dans le cœur et les sérologies dans le sang, les biopsies myocardiques sont négatives. Les biopsies myocardiques sont positives, les PCR sont négatives. L'IRM du cœur, elle, retrouve très régulièrement des anomalies, mais qui ne sont pas spécifiques, et c'est donc la biopsie myocardique qui est l'examen le plus déterminant pour ce diagnostic. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il est parfois difficile de lier l'imputabilité d'un virus à la myocardite parce que le parvovirus B19, par exemple, est très prévalent chez des sujets sains et qui reste latent dans beaucoup de cellules et beaucoup de tissus, dont la peau ou les articulations, comme le montre cette étude. Et puis, un autre exemple est l'HHV6, qui est une infection virale qui peut intégrer son génome dans celui du patient, dans 1% des cas. Et donc, dès que vous faites une PCR, c'est positif. Pour autant, il n'y a pas de virus en tant que tel, mais du génome viral intégré dans celui du patient. Néanmoins, indubitablement, il existe un argument pathogène pour des arguments cliniques et morphologiques pour la pathogénicité de ces virus, puisque quand il y a une clairance virale dans le tissu myocardique, on peut observer une amélioration de la FEVG. Le diagnostic porté par ces PCR amène finalement pas à de traitement spécifique, sinon celui de la myocardite. En général, aucun traitement antiviral n'a été validé. Il peut être néanmoins discuté dans certains cas avec les réserves que je vous ai exprimées pour l'HHV6 avec des traitements spécifiques. Les interférons ont un effet antiviral. Ils ont démontré une efficacité dans des travaux chez le petit animal. Chez l'homme, il existe une étude randomisée contre placebo qui montre un bénéfice sur l'insuffisance ventriculaire gauche. Si la myocardite n'est pas virale et donc non infectieuse, on va discuter des myocardites d'autres étiologies. Donc on cherche quelque chose qui va nous orienter. Myocardite plus éosinophilie ou médicaments est la première orientation, car nombreux sont les médicaments qui favorisent une hypersensibilité, des éosinophilies qui vont avoir un tropisme myocardique. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à réaliser à nouveau la biologie pour rechercher une ésophilie qui est parfois retardée. Et finalement, toute cause d'éosinophilie, surtout lorsqu'elle est importante, peut s'accompagner de myocardite nécrosante à éosinophile, qui est un tableau souvent bruyant, qui s'accompagne régulièrement de thrombus intercardiaques. Et le tropisme de cette maladie peut être aussi coronarien, avec des infiltrats éosinophiliques dans les coronaires ou des spasmes coronariens. Le traitement de cette pathologie, dont le diagnostic est souvent histologique, repose sur le traitement de l'étiologie de l'hyperéosinophilie et la corticothérapie pour le contrôle de l'éosinophilie. Certains proposent des anticoagulations à dose plus importante pour prévenir les complications endocavitaires. Si la myocardite n'est pas infectieuse, ni éosinophilique, ni d'origine médicamenteuse, on s'interroge sur le fait qu'elle soit dans le spectre d'une maladie auto-immune systémique. Et finalement, on se pose la question le plus souvent quand la maladie systémique est déjà connue et on la dépiste car toutes les études montrent que l'atteinte cardiaque est péjorative au cours des maladies auto-immunes. Rarement, elle est inaugurale. Les maladies systémiques qui ont un tropisme cardiaque, ce sont les maladies d'abord musculaires, squelettiques, et dans ce cas-là, les patients seront des déficits, des élévations des CPK, des syndromes myogènes, la biopsie musculaire fait le diagnostic ou la présence d'anticorps spécifiques de cette pathologie. Les manifestations cutanées à phénomène de Raynaud sont quasiment systématiques dans la sclérodermie avec une sclérodactylie qui permet de faire le diagnostic. Au cours de l'APR, les manifestations cardiaques sont décrites et inflammatoires exceptionnellement.
Le lupus est un mode de révélation de myocardite. La myocardite est un mode de révélation. Le plus souvent, la myocardite survient au cours du lupus, dont le diagnostic est discuté devant le tropisme cutanéo-articulaire de la maladie ou rénale. La biologie, les autoanticorps permettront de porter le diagnostic. Les vascularites, deux d'entre elles sont associées fréquemment à des atteintes cardiaques. Les vascularites avec éosinophiles comme le Chorg-Strauss avec une atteinte pulmonaire asthmatique est fréquemment associée à des atteintes cardiaques, mais aussi la vascularite ANCA de type maladie dégénérative ou GPA et peut être associée à une atteinte cardiaque et dans ce cas-là, la recherche d'ANCA peut être déterminante. La dernière manifestation systémique est la granulomatose à type de sarcoïdose et très fréquemment, il existe une atteinte pulmonaire. Pour ces pathologies, il n'existe pas de traitement randomisé contre placebo qui valide la stratégie thérapeutique. Dans tous les cas, la corticothérapie est nécessaire et un traitement immunosuppresseur est recommandé. Pour la sarcoïdose, une attention particulière doit être portée parce qu'elle est cliniquement isolée au cœur dans 60% des cas. Elle touche plus souvent des sujets d'origine asiatique ou afro-antillaise. Elle se révèle par des blocs auriculo-ventriculaires régulièrement et c'est une cause fréquente de BAV chez le sujet de moins de 50 ans. L'imagerie TEP serait un élément diagnostique intéressant, mais finalement le TEP a été réalisé principalement dans les myocardites sarcoïdosiques et assez peu dans les autres étiologies de myocardite et donc on ne connaît pas bien sa valeur diagnostique. L'atteinte thoracique est fondamentale, car elle est présente dans 90% des cas et justifie un scanner. Cette maladie doit être reconnue car régulièrement le diagnostic est fait au moment de la transplantation et alors qu'il existe des traitements efficaces. Les traitements, c'est principalement la corticothérapie qui permet d'améliorer les patients, réduit par exemple le BAV dans 50%, stabilise ou améliore l'AFE et on propose des immunosuppresseurs systématiques même si aucun essai n'a validé cette stratégie. Une attention particulière doit être discutée au moment de l'appareillage des patients qui ont des BAV parce que même quand le BAV régresse sous corticoïdes, cette étude japonaise montre que ces patients poursuivent, développent des troubles rythmiques graves avec parfois même des décès de la même façon que les patients qui ont des myocardites sarcoïdosiques révélés par des troubles rythmiques graves. Donc plutôt discuter au moment du PEM, plutôt un DAI. Si la maladie est purement musculaire cardiaque, isolée au cœur sans autre manifestation, on peut se poser la question d'une maladie inflammatoire spécifique du cœur. Et est-ce que les anticorps spécifiques myocardiques ont un intérêt? Non. S'ils ont été largement décrits, leur spécificité, les méthodologies diagnostiques sont remises en cause et aujourd'hui, ils ne sont pas indiqués en routine. La biopsie myocardique est donc fondamentale pour montrer que la myocardite existe et est inflammatoire. On cherchera en particulier la présence de cellules géantes qui fait le diagnostic d'une myocardite à cellules géantes, mais qui est une forme principalement observée dans les myocardites fulminantes, même si des rares cas ont été décrits dans les myocardites aiguës. Les myocardites sont à ce moment-là lymphocytaires quand elles ne sont pas à cellules géantes et non infectieuses. Quand on est dans ce cadre-là, les discussions thérapeutiques sont difficiles et pas tranchées car les essais n'apportent pas de réponse formelle. La corticothérapie a été testée de manière randomisée et contrôlée et n'a pas montré de bénéfice dans des essais qui sont malgré tout anciens, qui datent de plus d'une vingtaine d'années. La corticothérapie combinée à l'immunosuppresseur comme l'Immurel a montré une efficacité dans 2 des 3 essais randomisés et un troisième n'a pas confirmé ce résultat. Un quatrième a été fait et proposé depuis 2013. Je crois qu'il y a discuté de recrutement, je ne suis pas sûr que cet essai verra jamais le jour. D'autres approches pour ces myocardites lymphocytaires ont été proposées par Mathieu Carnis et Fleur Aubard à la Pitié, par exemple avec des anti-IL1 avec un essai qui est en cours. D'autres approches avec des immunoglobulines ont été testées pour le parvo, en notant que les immunoglobulines n'ont pas montré d'efficacité de manière randomisée quand elles étaient utilisées en monothérapie, mais efficaces associées en immunoabsorption. Pour conclure, la myocardite est une maladie grave, évidemment, que les éléments dont vous avez en main pour faire le diagnostic donneront un phénotype qui n'orientera pas vers une étiologie et la biopsie est donc fondamentale d'abord pour le diagnostic mais aussi pour orienter l'étiologie et montrer qu'il existe une maladie cardiaque, en l'occurrence spécifique, dans ce cadre-là, puisque soit la maladie est cardiaque spécifique et sans autre manifestation extracardiaque et elle est virale sur la biopsie, et donc on a vu qu'il n'y avait pas de traitement, sinon discuté au cas par cas dans la HVC des antiviraux. Si elle n'est pas virale et pas infectieuse, elle peut être lymphocytaire et discute les corticoïdes et les immunosuppresseurs, et si elle n'est pas lymphocytaire, elle peut être à cellules géantes et le traitement est particulier sera discuté dans un topo suivant. Si la maladie inflammatoire cardiaque n'est pas isolée au cœur, mais s'accompagne de manifestations
manifestation extracardiaque, elle peut être à eosinophile, avec toute cause d'éosinophilie possible à la faveur de traitements ou d'autres maladies à eosinophiles. Et dans ce cas-là, il faut traiter l'éosinophilie par une corticothérapie et faire un traitement étiologique. Et puis, si les médicaments et l'éosinophilie n'est pas impliqués, eh bien, il faudra alors discuter une maladie systémique dont les signes cliniques et la biologie sera évocatrice. Et dans ce cas-là, les corticodélinosuppresseurs sont nécessaires. Je vous remercie pour votre attention. Donc, bonjour, je m'appelle le docteur Joey Salem et je vais vous présenter aujourd'hui un petit topo sur les myocardites induites par les anticancéreux. Donc, on va commencer par une patiente qui va nous suivre tout au long du topo, qui est une patiente de 66 ans. Elle arrive pour une douleur thoracique chez une patiente qui a un cancer métastatique pulmonaire, qui est en deuxième ligne d'une immunothérapie qu'elle a reçue par nivolumab. Immunothérapie, vous verrez, on va en parler tout du long, puisque c'est probablement la classe anticancéreuse à retenir pour nous aujourd'hui en cardiologie, en termes de toxicité à type de myocardite. Donc cette dame avait juste une petite histoire d'arthrite lupique, traitée par hydroxychloroquine, pas de facteur de risque cardiovasculaire, pas de maladie cardiovasculaire commune. Alors c'est quoi l'immunothérapie? Le nivolumab, là en l'occurrence, qui est donc le traitement que cette patiente avait, c'est un inhibiteur de PD1. Comment ça marche les immunothérapies? Les immunothérapies, le principe général d'action, c'est de réactiver la cellule T pour aller tuer la cellule cancéreuse. Alors quand malheureusement c'est pas tout à fait ce qu'on veut, ça va tuer l'organe et donc ça donne par exemple des inflammations ou des maladies auto-immunes de tous les organes virtuellement, dont le myocarde. Et la cible initiale, c'est la cellule cancéreuse. Et donc la cellule cancéreuse, qu'est-ce qu'elle fait pour échapper au système immunitaire? Elle uprégule PDL1 qui va aller s'activer sur PD1 et provoquer une énergie de la cellule T. Donc les inhibiteurs de ce système-là, anti-PD1 et anti-PDL1, empêchent cette interaction et permettent à la cellule T de récupérer son activité contre la cellule tumorale. D'un autre côté, au niveau central, on va voir les inhibiteurs de CTLA4. Et donc là, les inhibiteurs de CTLA4 vont, eux, jouer au niveau central. Pourquoi? Comment ça marche? La cellule T, pour être active, a besoin de deux signaux qui sont donnés par la cellule présentatrice d'antigène. Le premier signal, c'est la reconnaissance de l'antigène à les tuer par le TCR. Et le deuxième signal, c'est l'armement de la cellule T pour aller détruire. Et ça, le plus souvent, pour éviter les maladies auto-immunes contre tous les organes chez nous, on a un système qui s'appelle CTLA4 qui empêche ce deuxième signal. CTLA4 qui se fixe sur B7-B8 et qui empêche CD28 de se fixer sur B7-B8. Et ce système-là d'interaction, qui est beaucoup plus affin que celui-là, empêche généralement le deuxième signal. Donc quand on inhibe CTLA4, on va avoir une interaction favorisée CD28 B7-B8 qui va activer la cellule T et qui va donc rendre la cellule T plus active. Donc pourquoi je vous parle de ces immunothérapies? Pourquoi on se concentre dessus? Parce que c'est une classe en pleine expansion. C'est le prix Nobel 2018 pour les découvreurs de cette voie-là. C'est les meilleurs journaux du monde dans les 5 dernières années. C'est ces cellules T qui reconnaissent la cellule cancéreuse et qui viennent la détruire. C'est plus de 3000 essais cliniques. C'est ce qu'on voit ici, plus de 700 en 2019 avec ces classes A, ICI, Immune Checkpoint Inhibitors, avec donc plus de 3000 essais dans tous les types de cancers différents. Ça a commencé avec le mélanome en 2011, ça s'est poursuivi avec le poumon en 2015, puis là j'ai arrêté de mettre les images puisque chaque étoile correspond à une nouvelle indication dans un nouveau cancer. Aujourd'hui, plus de 17 différents types de cancers. Et cela correspond à des améliorations de 20 à 60% de survie et de taux de répondeur en fonction des cancers avec des patients. Ça a commencé avec dans les 2 ans et qui maintenant peuvent avoir 20 à 50% en fonction des traitements utilisés des cancers, des survies à 5-10 ans. Donc 10 ans plus tôt, dans les années 90, il y avait les immune checkpoint agonistes, donc exactement l'inverse des inhibiteurs qui avaient été développés pour le coup soigner les maladies auto-immunes type polyarthrite rhumatoïde et rejet de greffe. Donc quelles sont les principales toxicités auxquelles il faut penser quand on a des patients sous immunothérapie? On a essayé de répondre à cette question dans ce travail suivant, issu de la base internationale de pharmacovigilance, où il y a plus de 20 millions d'effets indésirables rapportés. On a étudié les maladies cardiovasculaires qui étaient rapportées avec ces médicaments, les immune checkpoint inhibitors, donc les immunothérapies anticancéreuses. Et les signaux principaux, c'était
toutes les inflammations finalement du système cardiovasculaire, les myocardites, les péricardites, les vascularites, dont la maladie de Horton. Ici, tout ce qui a un IC 0,25 supérieur à 0 est significatif. Il y avait 122 cas de myocardite, 100 cas de péricardite et environ 100 cas de vascularite. Donc, est-ce que tous les traitements sont égaux en termes de ceux dont les mécanismes d'action sont sensiblement un peu différents? Donc, on a vu les CTLA4, les PD1, les PDL1. Parfois, quand ils sont combinés, notamment les anti-CTLA4 et les anti-PD1, puisqu'ils n'agissent pas au même niveau, pour gagner en efficacité. Gagner en efficacité, mais on gagne aussi en effet indésirable. Eh bien, pas tout à fait égaux. Effectivement, les myocardites étaient plus rapportés avec les anti-PD1 que les anti-CTLA4, 5 fois plus. 4 fois plus rapportés en combination thérapie d'anti-PD1 et anti-CTLA4 versus les monothérapies d'anti-PD1. Et péricardite plus rapporté avec les anti-PD1, maladie de Horton plus rapportée avec les anti-CTLA4. Donc, comment ces maladies s'overlappent? Donc, très peu. Les myocardites s'overlappent très peu avec les vascularites, très peu avec les péricardites, du moins dans ces premières databases, dans ces premières analyses où il y avait essentiellement des cancers du poumon et des cancers et des mélanomes. Les péricardites, c'était plus cancer du poumon, les myocardites, c'était un peu indifférencié, mais on voit que c'était probablement pas parfaitement les mêmes processus physiopathologiques. Ça survient quand? Très rapidement, dans le premier mois dans la grande majorité, voire dans les 3 mois, ce qui correspond à quelques doses de médicaments, puisque c'est des anticorps monoclonaux qui sont administrés par voie intraveineuse toutes les 2 à 6 semaines. Donc, 1 mois ou 3 mois, ça correspond à 2 doses, 3 doses. Donc, c'est quoi l'incidence? Dans les essais cliniques, en monothérapie anti-PD1, c'était 0,06%. En combination thérapie, c'était 0,27%. Dans des cohortes de vraie vie sur 1000 patients suivis aux masses générales, c'était 1,14%, donc relativement rare. Mais bon, relativement sévère, et on verra ensuite pourquoi. Donc cette patiente, si on revient sur elle, se présente avec diplopie, douleur musculaire périphérique, 10 jours après une 3e cure d'immunothérapie, et admise à Rothschild pour cette histoire de diplopie, puis 3 jours plus tard développe cette douleur thoracique avec un sus-décalage du segment ST. Chez nous, en musique admise avec l'angiogramme, la coro normale, la troponité positive, le NT-proBNP positif, l'écho FEVG préservé avec une hypokinésie apicale limitée, une IAM qui retrouve un rehaussement tardif intramural apical et septal avec une FEVG là aussi préservée. Donc, Madame M a gagné à ce moment-là le diagnostic de myocardite sous immunothérapie puisqu'elle a le diagnostic IRM, le syndrome qui va bien, les biomarqueurs, le CG modifié, l'écho anormal et l'angiogramme, la coro négative. Néanmoins, c'est pas du tout un diagnostic facile, d'où tous ces guidelines pour ce diagnostic avec les définites, les cas certains, probables et possibles. Parce que les IRM, quand elles sont faites dans les 4 premiers jours de l'admission, elles ne sont positives en termes de rehaussement tardif que dans 22% des cas. Et si on ajoute un peu de T2 et d'imagerie un peu plus fine, 30% des cas. Donc l'IRM précoce peut souvent être mise en défaut, raison pour laquelle il faut aller à la pathologie, donc à la biopsie cardiaque pour poser le diagnostic. L'importance de poser le diagnostic, c'est que cette maladie, vous verrez plus tard, la mortalité, c'est 30 à 50%, que si jamais on pose ce diagnostic, on ne peut plus jamais reprendre l'immunothérapie, et que donc, la patiente, ça va mal se passer pour son cancer par la suite. Donc, critique de bien poser le diagnostic. Et souvent, on peut aussi se faire avoir. Récemment, une patiente, suspicion de myocardite, on était dans un essai clinique, IRM positive, et en fait, elle n'avait pas reçu le traitement après la levée d'aveugle. C'était pas l'immunothérapie, c'était le groupe placebo. Donc là aussi, les IRM parfois positives parce qu'elles devaient l'être par ailleurs. Donc, diagnostic compliqué à poser. Mais néanmoins, sur ces premières cohortes, troponine extrêmement souvent positive, ECG très souvent modifié, FEVG 50-50, 50 anormal, 50 normal, donc on ne peut pas se reposer sur une FEVG. BNP augmenté et l'IRM, on vient d'en parler. Donc, pourquoi la diplopie? Pourquoi les douleurs musculaires? C'est très important dans cette maladie-là, ça permet de la distinguer des autres myocardites. Cette dame avait donc une myosite et des signes qui ressemblait à une myasthénie.
mais elle avait les anticorps anti-acétylcholine récepteurs qui étaient négatifs et l'électromyogramme qui se trouvait à un syndrome myogène sans atteinte de la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire une atteinte du muscle et non pas de la plaque motrice comme dans les myasthénies normales. Et quand on étudiait sur les 122 cas, premier cas donc publié dans le papier précédent, on voyait donc 30 jours de délai médian, une mortalité à 50% et une grande association avec les atteintes musculaires associées, que ce soit myosite ou neurologique à type de ressemblance avec la myasthénie, ou d'autres maladies auto-immunes type hépatite. Ensuite, en termes de présentation clinique, arythmie super sévère assez souvent et ou insuffisance cardiaque réfractaire aussi possible. Donc, double présentation possible dans cette maladie-là. Ça peut être soit arythmique, soit dysfonction VG. Il y a vraiment les deux. En termes de mécanisme physiopathologique, on est encore en référence à ce premier travail de 2016 où c'était les 2 premiers patients décrits. Ce qui est hypothétisé, c'est qu'en fait, au niveau de la tumeur, au niveau du muscle cardiaque, au niveau du muscle squelettique, on va avoir des clones, des lymphocytes T, qui reconnaissent les mêmes antigènes. Et ces antigènes-là, c'était des antigènes du muscle strié. Et que ces antigènes peuvent être partagés avec la tumeur, donc une tumeur qui change, qui finit par avoir des antigènes qui ressemblent à ceux du muscle, le système immunitaire activé contre le cancer, qui va reconnaître le cancer, mais aussi les cellules cardiaques et musculaires, et qui va tuer tout ce qui bouge. Donc ici, c'était les patients qui sont morts avec l'autopsie des arythmies ventriculaires sévérissimes. Les lymphocytes T, donc CD3+, CD8+, lymphocytes T cytotoxiques, qui viennent reconnaître le myocarde et le détruire. Tous ces points noirs, c'est des lymphocytes. Et on n'a plus du tout la structure striée du cœur. Pareil pour le muscle squelettique. Donc à la biopsie, cette patiente, on a fait la biopsie musculaire et non pas cardiaque, et on retrouve là aussi chez elle plein de lymphocytes T et des macrophages qui viennent détruire le muscle. CD68, c'est les macrophages, les points marrons. CD3, c'est les lymphocytes T, qui sont CD4+, CD8+, qui viennent détruire le muscle. Donc cette dame, même physiopathologie. En termes de gestion de traitement anticancéreux, traitement de cette maladie-là, comment ça se gère? Ça se gère avec des fortes doses de corticostéroïdes. Et quand c'est corticorésistant, en 30 à 40% des cas, il faut ajouter un autre immunomodulateur. Ça, c'est ce qui est recommandé. Aujourd'hui, on a bien avancé. Pas certain que c'est ce qu'il faut retenir, mais c'est ce qui était recommandé en 2018 par les guidelines internationales. Donc, c'est une maladie nouvelle émergente. Donc, bien sûr, les guidelines sont très vite dépassés. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête l'immunothérapie, on met des fortes doses de corticostéroïdes, 1 à 2 mg de prednisone. On envoie immédiatement en ICU parce que la mortalité est 50%. Et si on s'en sort pas avec ces ces doses fortes, on donne 1 gramme de méthylprénisolone, encore plus fort, donc comme les doses de rejet et de greffe. Et si ça marche pas, on ajoute un autre immunosuppresseur. Donc, la mortalité dans cette maladie, elle est effroyable. Donc, comme je vous ai dit, l'immunothérapie peut atteindre tous les organes, grosso modo. Mais l'organe, quand il est atteint, où c'est le plus grave, c'est vraiment les myocardites. À ce moment-là, dans cet autre travail qu'on avait fait en 2018, mortalité à 40%. Dans un registre international qu'on a construit avec un collègue, quand on a besoin, d'en plus de d'un glucocorticoïde, d'un autre immunomodulateur, 2 fois plus de mortalité dans les formes corticorésistantes. Et ça, c'est un travail pas encore publié, mais en cours, où on étudie au cours des années jusqu'à début 2020 l'évolution de la mortalité de ces myocardites sous immunothérapie. On voit qu'elle était de 42% initialement. Maintenant qu'on comprend un peu mieux la maladie et qu'on a diagnostiqué, qu'on la traite un peu plus rapidement, on est autour de 27%. Et ici, c'est toutes les myocardites, toutes causes, médicamenteuses, toutes causes. On voit que les antipsychotiques, c'est le gros cœur du métier en termes de reporting par année, et que l'immunothérapie, c'est ce qui est en train d'exploser et d'émerger avec plus de 250 cas en 2020 rapportés au niveau mondial. Donc en termes de traitement, un peu compliqué. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des agonistes et des antagonistes de l'activation du système immunitaire. Ici, chez cette patiente, elle est arrivée, donc c'est là toujours la même patiente, troponine positive. On a mis les corticoïdes à forte dose, ici.
la troponine a continué à monter. On a fait les plasmaphéreses pour essayer de se débarrasser des taux circulants de nivolumab, donc de l'anticancéreux. Ça n'a pas super bien marché. Et en plus, elle a commencé à développer les arythmies qu'on n'aime pas. Là, on a donné en complément des stéroïdes l'abatacept, plusieurs cures, et on a réussi à juguler la maladie. Donc, chez cette patiente, c'était haute dose de corticoïdes, plasmaphéreses pour éliminer la molécule et abatacept. Pourquoi l'abatacept? Parce que dans le système immunitaire, l'abatacept, c'est ce qui va le plus proche en termes d'immunosuppresseur, aller exactement faire l'inverse de ce que font les immunothérapies anticancéreuses. Elle va directement s'activer, donc les activateurs CTLA4, directement activer B7, B8 et empêcher ces D28 de s'y fixer, provoquer une énergie de tout le système immunitaire. Et donc aujourd'hui, on a un essai de phase 2 qui va démarrer à Sorbonne U sur ce traitement-là dans le myocardite ICI. Après, bien sûr, l'abatacept exploratoire, il y a d'autres pathways, plein de mécanismes possibles, c'est compliqué, on ne peut pas rentrer dans le détail. Il faut qu'on travaille un peu mieux pour comprendre quel est le meilleur régime de traitement en termes d'immunosuppression de demain pour traiter cette maladie. Donc, je tiens à remercier mes collaborateurs proches, notamment le docteur Stéphane Ederi à Saint-Antoine, avec qui on bosse beaucoup sur ce sujet, et mon mentor américain avec qui avait découvert cette maladie en 2016 et qui m'a beaucoup enseigné. Merci. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de vous parler des myocardites fulminantes. Donc, Nicolas Bréchot, moi, je travaille en médecine intensive réanimation dans le service du professeur Combe à la Pitié-Salpêtrière. Et comme vous le savez, on a une expertise dans l'assistance circulatoire du choc cardiogénique et en particulier de ces formes de myocardite fulminante. Donc, la myocardite fulminante, c'est une inflammation brutale et majeure du tissu cardiaque qui est responsable d'un choc cardiogénique. Donc, il y a deux notions. Il y a une notion de brutalité. Il n'y a pas de cut-off pour définir la myocardite fulminante, mais on va parler de quelques jours. Et il y a une notion de sévérité avec un retentissement sur l'hémodynamique et la nécessité d'utiliser des inotropes ou de l'assistance circulatoire. Je ne vais pas m'étendre sur les étiologies puisqu'on en a parlé précédemment. Vous savez que les myocardites, c'est de temps en temps associé aux maladies inflammatoires et notamment certaines maladies auto-immunes, les myosites, des fois la sarcoïdose, des fois des myocardites à cellules géantes, qui est une entité un peu particulière, mais qu'on regroupe quand même dans le cadre des maladies inflammatoires. Il y a les myocardites à eosinophiles, soit dans le cadre d'une hypersensibilité, soit dans le cadre d'un syndrome hyperéosinophilique. Il y a toute la partie toxique et médicamenteuse, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces formes de myocardite fulminante, c'est très préférentiellement des myocardites virales et avec des virus qui sont finalement assez banaux. Les formes associées justement aux pathologies auto-immunes ou aux médicaments existent, mais les formes fulminantes sont quand même très préférentiellement virales. Et le traitement, il est symptomatique à l'heure actuelle. Alors ça peut paraître un peu décevant, mais il faut savoir que ce traitement symptomatique, il a transformé le pronostic de ces malades. Il y a 20 ans, il y avait plus de 80% des malades qui mouraient, et maintenant on est à plus de 80% de survie avec une qualité de vie qui est très bonne. Donc le traitement symptomatique, ça va être de prendre en charge un choc cardiogénique. Il n'y a pas de grande spécificité pour la prise en charge du choc cardiogénique lié à une myocardite fulminante par rapport à d'autres causes de choc cardiogénique. On va utiliser un inotrope positif qui sera la dobutamine. On va utiliser un vasopresseur qui sera de la noradrénaline si le patient est hypotendu. Et il faut faire ça rapidement et discuter d'aller rapidement vers une assistance circulatoire si jamais le malade ne répond pas. Et l'assistance circulatoire, c'est vraiment l'ECMO véno-artériel périphérique. C'est devenu la machine de première ligne pour la plupart des centres dans le choc cardiogénique réfractaire. Pour les myocardites fulminantes, c'est particulièrement le cas. C'est ce traitement qui a transformé le pronostic des malades. Donc, l'ECMO véno-artériel périphérique, pour la plupart, vous connaissez maintenant bien, c'est une pompe centrifuge qui va faire circuler le sang entre une canule veineuse qui est placée dans la veine cave inférieure par l'intermédiaire de la veine fémorale
et une réinjection qui est dans l'artère iliaque par l'intermédiaire de l'artère fémorale. Et sur le circuit est placée une membrane qui permet une oxygénation, une décarboxylation du sang. Donc, ce qui est très important, c'est que c'est un dispositif qui est, on va dire, semi-invasif. Alors, ça reste invasif, il y a des complications, il y en a même beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins invasif que l'implantation centrale qu'on faisait avant, qui nécessitait de transférer le malade au bloc et de faire une sternotomie. Là, les canules sont implantées de façon percutanée et de plus en plus sous anesthésie locale. Et ça, c'est essentiel parce que ça permet d'implanter la machine au lit du malade et éventuellement même par des unités mobiles d'assistance circulatoire à distance et de ramener le malade sous assistance. Et c'est essentiel chez ces malades qui sont non transportables. L'autre chose, c'est que c'est une bonne machine. Ça permet de délivrer un débit qui peut aller jusqu'à 5 litres et qui permet de couvrir les besoins, y compris d'un patient qui n'a plus d'éjection résiduelle, qui est totalement dépendant de son ECMO et qui a un flux de ce fait qui est complètement laminaire. Le problème majeur de cette machine, c'est que au bout de 2-3 semaines, il y a un certain nombre de complications. C'est vraiment une assistance de courte durée. Mais ça, c'est pas un gros problème pour les myocardites fulminantes. Les myocardites fulminantes, c'est la forme la plus grave des myocardites, mais c'est la forme qui récupère le mieux. Il y a moins de 10% des malades qui ne récupèrent pas, et la récupération se fait la plupart du temps en quelques jours. Et donc vraiment, cette limite importante de l'ECMO, elle intervient peu justement dans cette maladie, et elle en fait vraiment la machine de premier choix. Et encore une fois, cette machine a transformé le pronostic des malades. Vous voyez ici toute une série justement de séries de patients, et on a une mortalité actuellement qui est inférieure à 30% et qui est même probablement inférieure à 20% avec une qualité de vie qui est très bonne. Maintenant, il faut savoir le faire bien, et la clé, c'est de l'implanter rapidement. Ça, c'est une cohorte qu'on avait publiée en 2008. C'est une de nos premières cohortes ECMO-véno-artérielle. Et quand on avait regardé les facteurs qui étaient associés à l'échec du traitement et à la mortalité des patients, on voyait clairement que quand on implantait des malades qui avaient déjà une insuffisance rénale, qui avaient un foie de choc et encore pire, qui étaient implantés sous massage, eh ben, la mortalité était beaucoup plus importante, y compris en analyse multivariée. Et ça, c'était un signal très fort pour nous pour dire qu'on implantait nos ECMO trop tard chez un certain nombre de malades. Et c'est vrai qu'au départ, on implantait les patients en vraiment thérapeutique de dernière ligne chez des patients qui étaient intubés ventilés, qui étaient déjà hémofiltrés, qui recevaient de très fortes doses de catécholamine et qui étaient en défaillance multiviscérale. On a complètement transformé la façon d'implanter ces patients et le timing. Et maintenant, on implante les patients dès qu'on ne peut pas restaurer un débit cardiaque avec des inotropes et qu'on a des signes d'hypoperfusion clinique et biologique qui persistent. Et encore une fois, on essaye, si possible, d'implanter l'ECMO sous anesthésie locale pour ne pas avoir à recourir à l'intubation, qui est un geste associé à une morbidité importante chez ces patients très instables sur le plan hémodynamique. Le débit cardiaque, vous êtes pour la plupart cardiologue, vous savez qu'il n'y a pas de normal à proprement parler, c'est adapté ou pas adapté, c'est difficile de donner un cut-off, mais pour vous donner un ordre d'idée, chez un patient qui a un tableau de myocardite fulminante, si on ne peut pas restaurer un débit cardiaque avec une ITV sous-aortique supérieure à 8, avec des inotropes, et qu'on a des signes d'hypoperfusion périphérique qui persistent cliniques et une hyperlactatémie même modérée, c'est le moment d'implanter le malade. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire ça très tôt et qu'encore une fois, tout patient présentant une myocardite fulminante doit faire l'objet d'un contact avec un centre d'assistance circulatoire, soit pour transférer le patient et qu'il soit pris en charge dans le centre, soit pour discuter, même éventuellement, la mise en place d'une ECMO dans le cadre d'une unité mobile d'assistance circulatoire. Ça, c'est un patient qu'on a vu dans le service il y a 2 ans, un patient qui avait un syndrome grippal depuis 3 jours et qui a été admis en cardiologie pour un choc cardiogénique. Il avait été mis sous dobutamine 10 gamma kilo-minute et malgré ça, il avait une ITV sous-aortique inférieure à 8 et des lactates à 3. Il était un peu marbré.
Et l'équipe de garde, c'est-à-dire notre chef de clinique, le cardiologue en charge du patient et le chirurgien cardiaque d'astreinte, avait mis en place une ECMO véno-artérielle périphérique sous anesthésie locale. Et finalement, le patient avait une grippe B. Donc moi, quand je l'ai vu le samedi matin, j'ai vu un patient qui était totalement laminaire, qui n'avait plus du tout de contractilité cardiaque et qui était tranquillement en train de prendre son petit déjeuner en me expliquant qu'on lui avait dit que voilà, qu'il allait falloir avoir cette machine pendant quelques jours et qu'ensuite on allait l'enlever. Et je me suis dit que les choses avaient quand même bien changé. Personne n'avait jugé utile de me tenir au courant parce que les choses paraissaient absolument évidentes pour eux, et ce qui était tout à fait vrai. Mais encore une fois, il y a 20 ans, ce malade serait mort, et il y a 10 ans, il aurait été implanté en défaillance multiviscérale et avec une mortalité de l'ordre de 50%. Voilà, il a effectivement récupéré au bout de quelques jours et on a pu le décanuler, il a pu rentrer chez lui. Voilà, le problème pour les centres d'assistance circulatoire, finalement, c'est les patients qui récupèrent pas. On a une minorité, c'est moins de 10% des patients. Et pour eux, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller vers une transplantation cardiaque? Est-ce qu'on pense qu'il y a un potentiel de récupération encore et on va aller vers de l'assistance circulatoire de longue durée? Est-ce qu'il faut qu'elle soit biventriculaire, monoventriculaire? Quand est-ce qu'il faut faire le switch? À partir de quand on dit qu'il n'y a plus de récupération possible? Voilà, ce sont des questions qui se posent et qui ne rentrent pas dans le scope de cette présentation. Donc vraiment, le traitement symptomatique, c'est le traitement qui a révolutionné le pronostic de ces patients. Les traitements spécifiques, il y a des situations où il y a un traitement spécifique à proposer. Les myocardites éosinophiles, ça répond extrêmement bien aux corticoïdes. Les myocardites dans le cadre de maladies auto-immunes, de vascularites, bien sûr, il faut mettre en place un traitement immunosuppresseur, il y a un potentiel de récupération. Les myocardites à cellules géantes, il y a des équipes qui ont décrit une récupération potentielle avec des immunosuppressions très sévères qui associent des corticoïdes, des thymoglobulines, de la cyclosporine. C'est probablement vrai. Nous, on n'a pas tout à fait cette expérience-là, mais encore une fois, dans un contexte de patients extrêmement sévères, assistés et chez qui finalement le traitement immunosuppresseur et le temps jouent contre nous. Et donc, on se demande, ça reste une question, s'il ne vaut pas mieux de temps en temps aller directement, rapidement à la transplantation si on a été obligé d'assister le patient. Voilà, encore une fois, ce ne sont pas du tout les formes prépondérantes et ce qu'il faut retenir, c'est que dans les myocardites fulminantes virales, il n'y a pas actuellement de traitement qui ait montré son efficacité par rapport à l'évolution naturelle de la maladie. Vous avez ici un résumé des différents essais qui ont été faits avec les corticoïdes, les IGIV, l'interféron alpha. Il n'y a pas de choses qui soient sorties de façon claire avec des études qui avaient beaucoup de limites, des populations qui étaient hétérogènes, des petits effectifs. Et il y a encore beaucoup de recherches qui est en cours. Est-ce qu'il faut faire une biopsie myocardique? Quand on regarde les Américains, il faut la faire très largement et rapidement. Toutes les myocardites qui sont en choc cardiogénique, donc toutes les myocardites fulminantes devraient avoir une biopsie selon eux. Quand on a des troubles de conduction, des troubles, des arythmies qui orienteraient vers une myocardite à cellules géantes, et quand le patient ne récupère pas au bout de 1 à 2 semaines. Vous voyez que le niveau de recommandation est élevé, le niveau de preuve il est faible. En France, on a une attitude un peu plus mitigée et au cas par cas sur la biopsie myocardique. Il va falloir peser vraiment les complications, c'est quand même un geste invasif. Il y a un certain nombre de complications et en particulier chez les patients qui sont sous assistance circulatoire, on sait que l'assistance circulatoire induit des troubles de l'hémostase qui rendent le risque hémorragique plus important. C'est pas toujours sensible quand on passe à côté des zones d'intérêt et l'impact sur le traitement est pas toujours très clair. Quand on tombe sur une myocardite lymphomateuse virale, finalement, on n'a pas de traitement spécifique à mettre en œuvre. Et les diagnostics alternatifs qui ont un traitement spécifique, les maladies auto-immunes, les myosites, ont quand même un certain nombre de marqueurs périphériques qui font qu'on peut faire le diagnostic sans forcément avoir besoin d'une biopsie myocardique, des auto-anticorps, des biopsies musculaires, voilà. Donc, en gros, il va falloir peser le pour et le contre, il n'y a pas de recette. Quand le faisceau d'arguments est suffisant pour une atteinte virale,
En particulier, quand on met la main sur le virus, comme la grippe par exemple, la biopsie n'est pas indispensable. Chez un malade qui s'améliore pas au bout d'une semaine, 2 semaines, c'est vrai que ça se discute parce que la probabilité que ce soit une myocardite virale est un peu moins importante quand on suspecte une cause non lymphocytaire et en particulier quand il y a des troubles conductifs ou des arythmies et qu'on pense qu'on peut éventuellement mettre en place un traitement immunosuppresseur si on pense que ça pourrait être une myocardite à cellules géantes. Voilà, ça reste compliqué, débattu au cas par cas. Nous, on a une demande de PHRC nationale qui est en cours pour justement évaluer l'impact de la biopsie myocardique sur la prise en charge des patients spécifiquement atteints de myocardite fulminante. Et juste un petit mot pour vous dire que les myocardites au cours du Covid-19, ça existe. Il y a plusieurs séries qui ont été décrites, une série à New York de 7 patients, une série dans notre service de 11 patients, dont 2 qui ont été assistés par ECMO. C'était dans un contexte très particulier d'atteinte post-virale Kawasaki-like, avec des patients qui avaient un syndrome inflammatoire biologique très important, de la fièvre, des signes rhinopharyngés, conjonctivite, rage cutanée également. Et globalement, ces patients ont récupéré. Il y a un patient qui est décédé sur l'ensemble des 2 cohortes. Voilà, donc en gros, les myocardites fulminantes, c'est la forme la plus sévère, c'est la forme aussi qui récupère le mieux, avec moins de 10% de transplantation. L'assistance circulatoire par ECMO véno-artérielle périphérique a transformé le pronostic de ces patients et on est maintenant à plus de 70-80% de survie suivant les cohortes, mais il faut savoir implanter l'assistance circulatoire très tôt et donc prendre contact très tôt avec des centres d'assistance circulatoire pour ces patients. La biopsie myocardique, elle est à discuter au cas par cas et elle est encore évaluée par des études et retenez que pour l'instant, pour les myocardites fulminantes virales, on n'a pas de traitement spécifique à proposer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Okay. Alors, Yves, tu nous as fait la première présentation sur le bilan étiologique et les traitements de ces myocardites aigus. Alors, j'ai vu que tu avais mis quand même la biopsie cardiaque en bonne place dans le bilan étiologique. Et c'est quand même marrant de se dire qu'il y a finalement 4% seulement des myocardites qui bénéficient d'une biopsie. C'est-à-dire qu'on ne la fait pas beaucoup en pratique. Est-ce que tu penses que ça change vraiment le traitement de ces patients qui, à 90%, ont des myocardites virales et chez qui on va finalement pas initier de médicaments particuliers? Je pense que ça change le traitement quand il y a une incertitude diagnostique. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'elle a 2 vertus, cette biopsie, comme on l'a évoqué dans le topo. C'est que la première, c'est qu'elle permet, quand le diagnostic est incertain, de pouvoir d'en poser le diagnostic, à la limite des biais d'échantillonnage que je n'ai pas abordé, mais que sur lequel il faudra peut-être dire un mot. Et puis on a vu que quand il n'y avait pas d'étiologie, qu'il y avait une myocardite lymphocytaire, se discutait quand même des traitements spécifiques, immunosuppresseurs ou des corticoïdes. Donc elle a un impact thérapeutique, mais je te rejoins qu'elle doit être vraiment discutée au cas par cas, parce qu'elle ne doit être faite qu'en fonction de l'impact thérapeutique et il n'est pas toujours établi, en particulier, comme tu notes, la prévalence des infections virales. Mais pour autant, souvent, c'est quand même la biopsie qui permet de dire, de porter formellement le diagnostic de myocardite virale aussi. Ouais. Alors, Nicolas, toi, ton point de vue sur la biopsie de myocardite fulminante, parce que finalement, dans les recommandations, on avait les recommandations européennes qui nous disaient faut faire des biopsies en 2013 à tout le monde. Ça n'a pas vraiment été suivi d'effet. Puis en 2020, comme vous l'avez d'ailleurs tous les deux souligné, on dit la biopsie dans la myocardite fulminante, c'est une classe 1. Toi, en pratique, en réanimation, tu les fais pour toutes les myocardites fulminantes et si oui ou non, dans quel délai tu vas les faire? Alors, c'est vrai que nous, on est dans un
quand ils sont sous assistance circulatoire. Voilà, parce que je pense qu'il y a un problème de son, tu n'as pas entendu au début. Peut-être tu peux reprendre au début de ta réponse. Je pense qu'ils vont pouvoir recaler la vidéo. Oui, j'espère qu'on m'entendra mieux. Donc, non, c'est une très bonne question et c'est vrai que c'est très particulier pour les formes graves parce qu'on a affaire à des patients qui sont très instables. A fortiori, quand ils sont sous assistance circulatoire, on sait que l'assistance induit les troubles de l'hémostase qui rendent la biopsie plus à risque. Donc, le risque est plus important et le bénéfice, il est probablement encore un peu plus faible que les formes standards parce que la très très grande majorité de ces formes graves sont des myocardites virales. Donc, il faut vraiment le mettre en balance et c'est vrai que l'impact thérapeutique de ces biopsies est pas toujours très clair puisque dans les myocardites virales à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement qui ait démontré son efficacité et en particulier chez des patients qui sont très instables. Et donc, on va la réserver plutôt à des malades qui ne récupèrent pas au bout d'une semaine, 2 semaines, ou éventuellement si on pense qu'une étiologie non lymphocytaire peut être présente. Ok. Et alors, je vais finir par Joe. La biopsie dans la myocardite aux immune checkpoint inhibitor, ça doit être la règle? Aujourd'hui, c'est la règle dans les recommandations qu'on a écrites sur le sujet parce que ce qu'on retrouve à la biopsie est très spécifique de cette maladie-là. On trouve beaucoup d'infiltrats lymphocytaires, macrophagiques, du PD1, du PDL1, des myocytes en train de mourir. Et donc, on a quand même des anomalies qui sont très suggestives de cette atteinte-là. Et après, aujourd'hui, le diagnostic de myocardite immunothérapie peut être difficile parce que 30% des IRM seulement sont positifs, parce que la troponine est positive, mais c'est aspécifique, le CG est souvent modifié, mais c'est aspécifique, et on a très peu d'examens très positifs, comme par exemple l'IRM dans la myocardite virale va être positif dans 80-90% des cas. Dans la myocardite à immunothérapie, c'est entre 20 et 30%, et surtout positif quand on attend que les lésions se fassent, c'est-à-dire après 4, 5, 6, 7 jours qu'on ne souhaite pas, parce que derrière, on a envie d'être le plus rapidement possible thérapeutique. Parce que le plus on attend, le plus ça se dégrade mal. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, il y a des outils diagnostiques qui s'améliorent. Il y a aujourd'hui l'immunopec, d'autres modalités d'imagerie qui seront peut-être plus spécifiques, qui nous permettront d'arriver au diagnostic de certitude rapidement. Mais aujourd'hui, la sanction thérapeutique étant importante pour 2 choses. 1, la prise en charge thérapeutique spécifique. Et 2, le bon diagnostic, parce qu'une fois qu'on a établi ce diagnostic-là, dans l'immense majorité des cas, les patients n'auront plus le droit de reprendre de l'immunothérapie. Et s'ils ne reprennent plus d'immunothérapie, ça va quand même bien invalider leur pronostic d'un point de vue cancéreux. Et donc, il faut faire le bon diagnostic. Et on peut avoir, chez ces patients multitraités, qui ont reçu des anthracyclines avant, qui ont reçu d'autres thérapeutiques avant, qui peuvent donner des lésions de rehaussement tardif compatibles avec un diagnostic de myocardite qui préexiste à l'immunothérapie. Il faut avoir le bon diagnostic. Alors après, c'est toujours à balancer avec le risque-bénéfice. Et la biopsie musculaire, dans notre expérience, notamment avec Yves, peut aider parce que dans ces atteintes-là, tous les muscles sont atteints et on peut souvent rattraper le diagnostic avec une biopsie musculaire périphérique qui peut être moins invasive ou vécue comme telle. Mais aujourd'hui, la biopsie myocardite dans ces formes-là est à mon sens vraiment importante parce que beaucoup de challenges encore. Bon, donc c'est pas simple finalement de savoir quand est-ce qu'il faut la faire, dans quelle forme. Moi, je retiens quand même de ce que vous avez dit que quand il y a un enjeu diagnostique sur le diagnostic de myocardite, il faut l'avoir facilement. Quand il y a un enjeu thérapeutique, on pense qu'il y a des formes qui pourraient être accessibles à quelques traitements antiviraux ou à une thérapeutique spécifique, je pense notamment aux myocardites éosinophiles, il faut l'avoir facilement. Et que dans la myocardite fulminante où c'est recommandé, c'est pas si simple que ça. Il faut peut-être pas se jeter sur le malade dans les premières heures et privilégier finalement la biopsie pour ceux qui ne récupèrent pas dans les jours qui suivent leur admission à l'animation.
Au-delà de la biopsie, Yves, tu nous as parlé de plein d'autres examens qu'on pouvait faire à la phase aiguë pour le bilan étiologique. Pour le suivi de ces malades, est-ce qu'il y a des examens que tu recommandes? Est-ce que tu penses qu'il faut faire une IRM à distance? Si oui, à quel délai tu penses qu'il faut le faire? Et quel bilan à distance de l'épisode aigu tu réalises? C'est une question qui est difficile de répondre, puisqu'en fait, qu'il est difficile de répondre parce que c'est pas standardisé et puis ça va dépendre probablement aussi de la cause sous-jacente. En fait, de façon générale, ce qu'on sait, ce qui est décrit, c'est qu'il y a environ 10% des myocardites dites aiguës qui vont évaluer de façon défavorable sur le plan cardiaque avec des CMD ou qui justifieront des prises en charge spécifiques jusqu'à la transplantation. Et que de fait, il faut détecter ces patients-là. Donc il y a un enjeu cardiaque qui est fondamental et qu'en soi, à ma connaissance, il n'y a pas clairement de facteurs pronostiques qui ont été clairement identifiés pour ces facteurs de risque, même si c'est des études qui pointent quelques éléments. Et que dans ces conditions, il paraît légitime, au vu des enjeux, de contrôler, de surveiller les patients sur le plan cardiaque, pour la clinique, pour la biologie, surtout s'il y avait des marqueurs d'activité biologique de la maladie initialement, pour les voir se résoudre, et puis sur le plan rythmique ou d'électrocardiogramme ou des holters que nous, on a tendance à faire tout au moins au début du suivi. L'échographie a certainement un rôle important et qu'elle permettra de détecter aussi une évolution défavorable avec une CMD. Nous, on a tendance, pour répondre à la question sur les délais de ces examens, c'est des examens qu'on sera très vite tenté de reproduire à 3 mois si le malade avait une forme sévère et dans tous les cas à 6 mois. Pour répondre à la place de l'IRM, ça renvoie à la question de la maladie sous-jacente et de son contrôle. Et que moi, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues et toi en particulier. Je pense que cet examen a une place parce qu'il peut néanmoins détecter une évolution infraclinique de la maladie avec une extension des plages de fibrose, par exemple, dans des maladies systémiques qui nous laisseraient penser que la maladie inflammatoire systémique est mal contrôlée et justifierait des attitudes thérapeutiques différentes avec des modifications des traitements. Donc du coup, je pense que les deux versants de l'enjeu, c'est de s'assurer que le patient évolue pas défavorablement sur le plan cardiaque et s'assurer que la maladie causale est aussi contrôlée et que l'IRM apportera par rapport à l'échographie des éléments plus fins qui permettront peut-être de ne pas laisser évoluer à bas bruit une maladie mal contrôlée. Je pense surtout aux maladies rares, les rares cas de maladies auto-immunes qui sont associées à des myocardites. Ouais, moi je te rejoins tout à fait et je trouve même qu'on est parfois embêté parce que je suis quelques patients qui avaient des myocardites virales et chez qui tu vas refaire l'IRM à 6 mois et sur l'IRM tu as toujours un petit peu d'œdème et puis tu as toujours un petit peu de troponine dans des proportions qui sont moins importantes bien sûr que durant l'hospitalisation initiale et je pense que ça peut quand même guider d'une part la poursuite du traitement médical et probablement aussi permettre de faire des recommandations sur la non-reprise du sport éventuellement dans une population jeune souvent sportive. C'est vrai que moi je m'interroge toujours quand il y a encore de l'œdème, encore un petit peu de troponine à distance d'une myocardite à fraction d'éjection préservée sur voilà, le maintien du traitement au-delà de 6 mois et sur la reprise d'une activité physique. Et je pense que ça permet de stratifier ça. Nicolas Alors, pardon, je fais juste un stop parce qu'il y a eu un petit plan. Moi, j'entends pas très bien ce que dit Jo, et je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais pour moi, c'était limite audible, son intervention. Ouais, Joe, c'était limite, je suis d'accord. Nicolas, toi, tu as bien entendu? Moi, j'ai entendu, oui. Bon, je sais pas si les gens qui enregistrent ont aussi bien capté, c'est l'essentiel en tout cas. Capter le son, je veux dire. Je vais essayer de voir. Est-ce que vous m'entendez mieux? Moi, ça reste, c'est audible, mais il faut vraiment tendre l'oreille, il faut un peu deviner, mais si c'est que moi, c'est pas un problème. Si c'est pareil pour tout le monde. Je m'entends le micro possible, donc comme ça, on devrait y arriver. Tu m'entends mieux? Oui. Yves? Est-ce que tu m'entends mieux? Moi, j'entends, ouais, mais c'est quand tu parles un peu plus fort, en fait, c'est moins distinct les mots, mais ce qui compte, c'est eux, ce qu'ils entendent, je pense. Je crois qu'elle voulait intervenir.
Oui. C'est bien distinguable ce que dit Jo pour vous. Bon, parfait. Alors, Nicolas, tu nous as parlé à la fin de ton topo un peu du Covid-19. C'est vrai que c'est un sujet un peu à la mode en ce moment. Et le fait qu'on soit comme ça en vidéoconférence le montre. Est-ce que tu peux nous parler un peu des spécificités de prise en charge des myocardites liées au Covid-19 dans votre service et votre expérience? Oui, alors on a eu effectivement au cours du Covid-19 des formes très particulières de myocardite qui sont en fait des myocardites post-virales dans un contexte de syndrome Kawasaki-like. Il y a 2 séries qui ont été décrites, une série à New York et une série qui a été décrite par notre service. Des malades qui ont fait des formes très sévères, qui ont nécessité des inotropes ou de l'assistance circulatoire. Et c'était vraiment dans un syndrome Kawasaki-like avec des patients très fébriles, très inflammatoires, avec des signes périphériques, des signes rhinopharyngés, conjonctivite, un rash cutané pour certains. Et donc la prise en charge, elle a occasionné pas mal de discussions forcément, mais elle a reposé essentiellement sur l'administration d'immunoglobulines comme on fait chez l'enfant dans les Kawasaki, et avec globalement des récupérations qui ont été bonnes, avec une survie qui était de 90% chez ces patients, hein, et une récupération qui était très bonne. Et alors, les immunoglobulines systématiquement chez tous ces malades-là? Pardon? Tu mets des immunoglobulines systématiquement chez tous ces patients à partir du moment où ils ont une dysfonction moléculaire gauche. Tu veux avoir la preuve, je vais dire, IRM d'une atteinte cardiaque. Alors, dans le cadre du Covid-19, un syndrome assez floride, hein, et on n'a pas pu avoir des IRM pour tous les patients parce que, encore une fois qu'on se retrouve sous assistance circulatoire, c'est compliqué de faire une IRM forcément. Et donc, on a traité certains patients de façon un peu empirique avec des immunoglobulines. Mais si on peut avoir quand même une IRM, bien sûr, c'est mieux, hein. Ok, on va faire une dernière question pour Joe sur un sujet aussi à la mode, hein, donc les myocardites médicamenteux. Tu nous as parlé des anticancéreux, mais pour tous les urgentistes, les cardiologues et les réanimateurs qui nous écoutent, par argument de fréquence, c'est peut-être pas les médicaments qui donnent en premier des myocardites. Est-ce que tu peux nous parler, j'allais dire, des grandes classes médicamenteuses qu'il faut avoir en tête quand on voit un patient qui se présente pour une myocardite? Donc effectivement, Mathieu, comme tu le soulignes, la part médicamenteuse dans les myocardites, elle est difficile à évaluer parce qu'elle n'a pas été clairement évaluée, mais elle se trouve autour de 5 à 10%, maximum 10%, minimum 5%. Et les grandes classes, si on prend les grandes classes, c'est 5 grandes classes qui vont être les antipsychotiques. Et dans les antipsychotiques, la clozapine en premier lieu, qui est vraiment celle qui est le principal, la clozapine, c'est le principal médicament responsable des myocardites, avec plus de 500 reports mondiaux dans les bases mondiales, 500 reports par an et depuis quelques années déjà. Donc relativement fréquent. Ensuite, effectivement, on va avoir les immunothérapies et il y a aujourd'hui 7 médicaments qui se terminent tous par MAB, mais pas tous les MAB sont des immunothérapies. Donc le nivolumab, l'ipilimumab, je ne vais pas les citer, ils étaient dans le topo. Et cela, effectivement, les immunothérapies sont aujourd'hui la deuxième classe la plus importante en termes de prévalence de myocardite induite par les médicaments. Ça représente environ 250 reports en 2020 dans la base internationale. Puis ensuite, dans les 3 autres classes qui sont significatives, il va y avoir les vaccins. À peu près tous les vaccins peuvent donner des myocardites qui vont avoir des sévérités plus ou moins différentes néanmoins. Le vaccin de la grippe est relativement sévère quand on va avoir des myocardites qui sont associés. Le smallpox quasiment bénin. Donc il y a de la variabilité avec les vaccins, mais les vaccins sont une classe à retenir importante, on 21 jours après.
Dans les deux autres classes, il y a ce qui ressemble à des myocardites à l'IRM, mais je ne suis pas bien sûr que ça respecte la définition inflammatoire de la myocardite avec des cellules immunitaires qui viennent détruire le myocarde. C'est les autres anticancéreux comme les cytotoxiques, le cyclophosphamide par exemple, ou la doxorubicine ou les anthracyclines qui vont donner des lésions de nécrose myocytaire avec du rehaussement tardif à l'IRM. Ça va ressembler à la myocardite, mais je ne suis pas bien sûr que ça réponde à la définition anatomopathologique de la myocardite. Et enfin, il y a les salicylés, comme la méthalazine, qui sont donnés dans la maladie de Crohn, qui eux aussi sont associés à des myocardites. Ça, c'est les 5 grandes classes. Ensuite, à la marge, il y a quand même des molécules isolées qui vont pouvoir donner des myocardites. On a un travail en cours, j'espère que ce sera publié prochainement, où il y a environ une soixantaine de molécules. Parmi celles qu'il faut retenir qui n'appartiennent pas à ces 5 grandes classes, je dirais la minocycline, qui est un antibiotique qui va être associé à des DRESS et à des myocardites dans un contexte d'hyperéosinophilie et qui sont particulièrement sévères. La minocycline, vraiment à garder en tête si j'en avais qu'un seul à donner en joker, à part les 5 classes. Donc voilà le résumé. Bon, Joe, moi sur les vaccins, j'avais quand même retenu que c'était d'abord l'anthrax et la variole, qui sont 2 vaccins qu'on ne fait pas en France. Donc, la fréquence, oui, ça c'était les Américains lors de leur campagne systématique de vaccination et donc de suivi qui va avec, parce que c'est des militaires, ils ont tous le droit à la tropémie après, le CG, ce qui n'est pas le cas dans le sang courant quand on donne des vaccins à tout le monde. Donc c'est pour ça que ceux-là sont surreprésentés. Maintenant, ceux-là ne sont pas super graves. Tu sais, les myocardites associés à ces vaccins-là, comme ils étaient dépistés de manière un peu large, ce n'est pas très symptomatique, quoi. Il y a d'autres vaccins qui sont plus sévères. Quand ils arrivent, les myocardites associés à ces vaccins, c'est un peu moins sympa. Bon, et pour clôturer la session, on la clôture souvent au TUC avec un message très pratique. Alors, ça va être pour Nicolas et pour les plus jeunes qui nous écoutent. Les signes qui doivent faire appeler le réanimateur quand on a un patient chez qui on suspecte une myocardite aiguë. On a compris qu'il ne fallait pas attendre qu'il soit en état de choc. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce que tu penses des signes qui doivent te faire appeler? Ça, c'est une très bonne question. Encore une fois, la problématique, c'est est-ce qu'il faut assister le malade? L'assistance circulatoire, ça a transformé le pronostic des formes graves, mais il faut la faire suffisamment tôt. Or, ce sont des patients qui se dégradent de façon extrêmement brutale. Et donc, dès qu'il y a une dégradation de la FEVG significative, on n'a qu'à dire en dessous de 40%, ou dès qu'il y a des signes de mauvaise tolérance, y compris rythmique ou des troubles conductifs, je pense qu'il faut qu'il y ait un contact, pas seulement avec un réanimateur, mais avec un centre d'assistance circulatoire qui a l'habitude de gérer ces patients-là. Par exemple, un patient qui fait du BAV3 dans le cas d'une myocardite, le risque, c'est de perdre du temps à monter une sonde d'entraînement électrosystolique, alors qu'en fait, il faut peut-être déjà l'assister avec une ECMO véno-artérielle périphérique. Ça peut se discuter. Voilà. Donc l'idée, c'est de contacter très tôt les centres d'assistance. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas entendre aux transmissions du matin de musique. On a pris une myocardite, elle a 45% de fraction d'éjection, elle a fait un peu de BAV cette nuit, et elle fait aussi un petit peu de TV, mais elle n'est pas en état de choc, donc on l'a gardée chez nous. Je pense que ça, c'est un gros message. Ces patients-là, finalement, on se trompe, et même quand on se dit qu'il n'y a pas de critères d'assistance, il vaut mieux appeler. Voilà. Merci à tous pour cette très très belle session et cette très belle présentation. J'espère que ça vous a plu également et je vous dis à bientôt.